J'ai 94 ans. Je vis dans la chambre d'amis de ma fille, car elle est la seule de mes 4 enfants à m'avoir cru. J'avais un mari depuis 48 ans, une maison, 3 autres enfants et un avenir dont je ne savais pas qu'il était à moi. Et j'ai tout perdu à cause d'un mensonge, proféré par la personne en qui j'avais le plus confiance. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un mari qui a fait de moi la méchante pour ce qu'il avait fait lui-même. Des enfants qui ont choisi le mauvais camp pendant 46 ans et une lettre volée qui prouve que j'aurais dû être quelqu'un de totalement différent. Raymond et moi nous sommes mariés en juin 1951, dans une petite église de Danville, en Pennsylvanie. J'avais 21 ans, lui 24. Il travaillait dans une usine de fonte. Et il avait cette façon de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne au monde. Je sais à quel point cela peut paraître naïf. Mais quand on a 21 ans et qu'un homme avec un salaire stable et un regard déterminé vous regarde ainsi, on ne pose pas de questions. On le devrait, mais on ne le fait pas. Nous avons déménagé à Scranton pour son travail chez Chamberlain Manufacturing, acheté une maison sur Birch Street pour 6 400 dollars et commencé à la remplir. James est né en 1952, Robert en 1955, Nancy en 1958 et Claire en 1962. 4 enfants, un seul revenu, une maison qui avait toujours besoin de réparation chaque semaine. Mais elle était pleine de la bonne manière, vous savez, des chaussures près de la porte, des bols de céréales dans l'évier, du bruit partout, le genre de désordre qu'on n'apprécie vraiment que lorsqu'il disparaît. Je dois vous dire ce que j'ai sacrifié pour Raymond, car cela compte plus tard, et cela compte bien plus que je ne l'ai compris pendant la majeure partie de ma vie. Au printemps 1950, j'ai postulé à Bloomsburg State Teachers College. Je voulais être enseignante plus que tout au monde. Ma mère avait été enseignante avant de se marier avec mon père, et je la regardais lire. Je me disais, je veux faire ça. Je veux me tenir devant une classe et aider les gens à comprendre les choses. J'ai envoyé ma candidature en mars. Raymond et moi nous fréquentions à l'époque. En mai, il m'a dit qu'une lettre de refus était arrivée pendant que j'étais chez ma tante. Il a prétendu l'avoir ouverte par erreur. Il a dit qu'il était désolé que l'école ne sache pas ce qu'elle ratait. J'ai pleuré pendant 3 jours, puis je l'ai épousé. Que pouvais-je faire d'autre? Je n'étais pas assez intelligente pour aller à l'université, du moins c'est ce que j'ai cru pendant 74 ans. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager vos pensées et vos histoires dans les commentaires. Septembre 1978. Je suis rentrée plus tôt du bazar de l'église à la First Presbyterian parce que j'avais une migraine. La maison aurait dû être vide. Raymond était censé être à une réunion syndicale à Wilkes-Barre, mais son camion était dans l'allée, et derrière, une Buick bleue avec un choc à l'arrière. N'est-ce pas étrange, les détails que votre cerveau choisit de retenir? Je suis entrée par la porte d'entrée, et la maison était silencieuse d'une manière qui n'était pas normale. Il y avait des bruits à l'étage qu'une femme mariée depuis 27 ans n'a pas besoin qu'on lui explique. Je suis montée. J'ai ouvert la porte de ma chambre. Et là, mon mari était dans notre lit avec une femme que je n'avais jamais vue, aux cheveux roux, plus jeune que moi. Elle m'a regardée comme si c'était moi qui n'avais pas ma place dans ma propre maison, dans ma propre chambre. Raymond s'est levé d'un bond. J'ai appris plus tard que la femme s'appelait Phyllis Moran. Elle a attrapé ses vêtements et m'a bousculée en descendant les escaliers. Raymond, en maillot de corps, m'a dit « Dorothy, ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai répondu « Raymond, je suis beaucoup de choses, mais pas aveugle. » C'est la seule fois de ma vie où j'ai dit exactement les bons mots au bon moment. D'habitude, on y pense 3 jours plus tard, sous la douche. Il a tout avoué. Phyllis travaillait au bureau de Chamberlain depuis 2 ans. 2 ans de réunion syndicale le mardi et d'heures supplémentaires le samedi, pendant que j'étais à la maison à repasser ses chemises pour qu'il ait l'air présentable devant une femme qui les lui enlevait. Mais ce n'est pas l'infidélité de Raymond qui a détruit ma famille. Les gens survivent aux infidélités. Ce que Raymond a fait dans les 2 semaines qui ont suivi ma découverte, c'est ce qui a réduit ma vie en cendres, parce qu'il ne s'est pas contenté de me tromper. Il s'est assuré que ce serait moi qui en paierais le prix. J'ai dit à Raymond que je voulais divorcer. Il m'a supplié, s'est mis à genoux, comme ils le font tous. Je lui ai donné 1 semaine pour dire aux enfants ce qu'il avait fait, sinon je le ferais moi-même. Il a utilisé cette semaine, mais pas comme je le lui avais demandé. Il a appelé James, qui avait 26 ans et vivait à Pittsburgh. Il a appelé Robert, 23 ans, tout juste marié. Il a appelé Nancy, 20 ans, qui étudiait dans le New Jersey. Il les a appelés un par un et leur a dit que leur mère avait une liaison avec Ed Mackey, un diacre de notre église à qui j'avais à peine parlé une 12aine de fois dans ma vie.
Il a pleuré au téléphone. Il a joué le mari dévasté, essayant de maintenir sa famille unie. Et quand j'ai découvert ce qu'il avait fait, mes enfants avaient déjà choisi leur camp. James m'a appelé un dimanche soir, la voix glaciale. Il a dit « On sait pour Ed Mackey, maman ». J'ai répondu « James, je ne sais pas de quoi tu parles ». Il a dit « Papa nous a tout raconté, ne nous mens pas en plus ». J'ai dit « C'est ton père qui… » Et il a raccroché. Mon fils aîné, 26 ans, m'a raccroché au nez en plein milieu d'une phrase et n'a pas rappelé pendant 4 mois. Nancy m'a envoyé une lettre, une seule page. Elle disait « Je ne comprends pas comment tu as pu faire ça à papa. Il t'a tout donné. Ne me contacte pas avant d'être prête à être honnête. » Ma fille de 20 ans me disait d'être honnête, alors que j'étais la seule personne honnête de cette famille. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le fait d'être faussement accusé par ses propres enfants. Cela ne fait pas seulement mal, cela modifie quelque chose en vous. Vous commencez à marcher dans votre propre maison comme une invitée qui a trop prolongé son séjour. Robert a simplement arrêté de m'appeler, de me rendre visite, d'amener sa nouvelle femme au dîner du dimanche, comme si j'avais été effacée de sa vie si proprement qu'il n'y avait même pas de trace de mon passage. Claire avait 16 ans. Elle était la seule encore à la maison. Elle a tout vu. Elle a vu que je ne me cachais pas, que je ne passais pas d'appels secrets, que j'étais celle qui était assise à la table de la cuisine à 2 heures du matin à fixer le mur pendant que Raymond dormait comme un bébé. Un soir, elle s'est assise au bord de mon lit et a chuchoté « Maman, je sais que ce n'est pas vrai. Je vois bien que ce n'est pas vrai. » À 16 ans, la plus jeune, celle que tout le monde disait trop jeune pour comprendre, était la seule à comprendre quoi que ce soit. Et savez-vous ce que Raymond a fait après ça? Il a continué à voir Phyllis, pendant tout le temps où il avait convaincu nos enfants que c'était moi, la tricheuse. Puis il est retourné directement vers la femme avec qui il me trompait, et ce pendant 28 ans de plus. 28 ans. C'est plus de 10 000 jours où un homme a vécu dans le mensonge, tandis que sa femme en subissait la punition. Et peu importe mon âge, ce chiffre me fait toujours bouillir le sang. Nous n'avons jamais divorcé. Je sais comment cela peut paraître, mais j'avais 48 ans, sans emploi, sans diplôme, sans argent à mon nom, et Claire était encore à l'école. Je n'allais pas bouleverser la vie de cette fille parce que son père était un lâche et un menteur. Alors je suis restée, dans des chambres séparées, pendant 33 ans. Nous parlions des courses, des factures, de la météo, jamais de ce qui comptait vraiment. À Thanksgiving, il s'asseyait à une extrémité de la table et moi à l'autre, et Claire s'asseyait entre nous comme un pont entre deux pays qui ne parlent pas la même langue. J'ai essayé de retourner à l'école en 1985. J'avais 55 ans, inscrite à des cours d'éducation au Lackawanna Community College. J'ai pensé que peut-être je pouvais encore devenir quelqu'un. Raymond l'a dit à James, et James m'a appelé pour dire « Maman, tu ne penses pas que tu es un peu trop âgée pour ça ?» À 55 ans. Et mon propre fils m'a dit que j'étais trop vieille pour apprendre. J'ai abandonné après un semestre. Non pas parce qu'il avait raison, mais parce que porter le mensonge, le mariage mort, la solitude et les devoirs étaient plus que ce qu'un seul corps pouvait supporter. Il fallait que quelque chose cède. Et ce que je voulais le plus était toujours le premier à disparaître. C'est comme ça quand on est une femme de ma génération. Vos rêves sont sacrifiés en premier et pleurés en dernier, si jamais on les pleure. Raymond est mort le 4 février 2011, d'une défaillance cardiaque. Il avait 84 ans. J'étais assise à son chevet à l'hôpital et il a pris ma main en disant « Dot, je suis désolée ». J'ai répondu « Pour quelle partie, Raymond ?» Il n'a pas répondu. Il est mort 3 heures plus tard, en tenant toujours ma main. Même lui, qui m'a laissé vivre seul dans une maison pleine de monde pendant 33 ans. Voilà la différence entre Raymond et moi. Je n'ai pas en moi cette cruauté. Parfois, j'aimerais la voir. Les gens cruels semblent mieux dormir. Après l'enterrement, Claire m'a emmenée chez elle. James est venu à la cérémonie. Robert aussi. Nancy a envoyé des fleurs. À l'enterrement de son propre père, elle a envoyé des fleurs. Non pas qu'elle ne l'aimait pas, elle l'aimait beaucoup. Elle n'est pas venue parce que j'y serais. Ma fille a choisi de manquer l'enterrement de son père plutôt que de se trouver dans la même pièce que moi. Voici ce qu'un seul mensonge fait à une famille sur 46 ans. Cela transforme l'amour en quelque chose de conditionnel. Il y a 6 semaines, un colis est arrivé à la porte de Claire. Aucune adresse de retour, juste une adresse de Wilkes-Barre. À l'intérieur, il y avait une boîte à chaussures. Et dans cette boîte, des lettres,
Des dizaines. De Raymond à Phyllis, de Phyllis à Raymond, remontant à 1976. Des lettres d'amour, des cartes d'anniversaire, des photographies d'eux deux au restaurant, au bord de la mer, dans des endroits où je ne suis jamais allée parce que Raymond disait que nous ne pouvions pas nous offrir de vacances. 28 ans d'une liaison documentée de sa propre écriture. Une note de la fille de Phyllis disait « Ma mère est décédée le mois dernier. J'ai trouvé ces lettres parmi ses affaires. Je pense que votre famille mérite de les voir. » Je suis désolée. Claire a apporté la boîte dans ma chambre. Nous nous sommes assises sur mon lit et avons passé en revue chaque lettre. J'ai lu mon mari dire à une autre femme qu'elle était l'amour de sa vie, alors que j'étais de l'autre côté de la ville à repasser ses chemises pour elle. Je l'ai vu sourire sur des photographies d'une manière dont il ne m'avait pas souri depuis 1970. Et puis, au fond de la boîte, sous tout le reste, il y avait une enveloppe jaunie, ancienne. J'ai reconnu l'adresse de retour avant même de la toucher. Bloomsburg State Teachers College, datée du 14 mai 1950. Claire l'a ouverte parce que mes mains tremblaient trop. Elle l'a lue à haute voix. Chère mademoiselle Kessler, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admise dans la promotion de 1954 avec une bourse académique complète. 74 ans. Pendant 74 ans, j'ai cru que je n'étais pas assez bien. J'ai épousé Raymond en partie parce que je pensais n'avoir rien d'autre, nulle part où aller, rien d'autre à devenir. Et il avait cette lettre tout ce temps. Il a volé mon avenir et l'a mis dans une boîte. Et cette boîte a fini entre les mains de la femme qu'il aimait plus que moi. J'avais été acceptée avec une bourse complète. J'aurais pu être enseignante. J'aurais pu être quelqu'un d'autre que la femme qui est restée. Claire pleurait. Elle a dit « Maman, tu as été acceptée. » J'ai répondu « Je sais, ma chérie, j'entends. » Claire a envoyé des copies à James, Robert et Nancy. Chaque lettre, chaque photographie et la lettre d'acceptation. James a appelé le lendemain. Un long silence au téléphone. Puis, « Maman, je t'ai raccroché au nez en 1978 et tu disais la vérité tout ce temps. » J'ai répondu « C'était le cas, James. » Il a dit « J'ai 72 ans et je ne sais pas comment m'excuser pour 46 ans. » J'ai répondu « Tu viens de le faire. » Robert est venu de Philadelphie, est entré dans la cuisine de Claire, m'a regardé, les yeux rouges, et a dit « J'ai juste arrêté, maman. Arrêté de t'appeler, arrêté de venir, comme si tu n'existais pas. » J'ai répondu « J'existais, Robert. J'étais là tout ce temps. Il a posé sa tête dans ses mains et n'a pas bougé pendant longtemps. Je l'ai laissé. Certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Nancy n'a pas appelé. Elle a 66 ans. Claire dit qu'elle a lu les lettres. Mais Nancy a construit toute sa vie d'adulte autour de l'histoire selon laquelle sa mère était la méchante. Et je pense que renoncer à cela signifie renoncer à ce qu'elle a été pendant 46 ans. Je comprends cela. J'ai vécu avec un mensonge sur moi-même pendant 74 ans. Cela devient une partie de vos os. Mais j'ai 94 ans. Je n'ai pas 46 autres années devant moi. Je n'ai peut-être même pas 46 autres semaines. Et je ne passerai pas le temps qu'il me reste à m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'en ai assez fait. Cette lettre d'acceptation est posée sur ma table de nuit. Je la relis chaque soir avant de m'endormir. Claire a dit dimanche dernier, autour d'un rôti dans sa cuisine, « Maman, tu aurais été une merveilleuse enseignante. » J'ai répondu, « Je sais, ma chérie, j'aurais été extraordinaire. » Parce que j'ai 94 ans et j'ai fini de me faire petite. Nancy m'appellera ou ne m'appellera pas. Mais Claire m'a cru quand elle avait 16 ans et elle me croit maintenant, et cela a toujours été suffisant.